Bonsoir à tous. Gigantesque fraude ou totale et collective incompétence? C'est la question ce soir de l'affaire de la Société Générale. Nous revenons sur ce record mondial de pertes bancaires. Dernier développement aussi de cette affaire, la fin de la garde à vue du trader Jérôme Kerviel. Nous allons y revenir en détail dans quelques instants en images. Casino Général, c'est donc le titre de ce C'est dans l'air ce soir. Vous pouvez nous adresser, vous le savez, vos questions SMS et Internet jusqu'à la fin de l'émission. On va essayer d'y répondre ce soir avec Marc Toiti. Bonsoir. Vous êtes, je le rappelle, bonsoir, directeur général délégué de Global Equities, une société d'investissement en bourse. Vous dirigez aussi un cabinet de conseil économique et financier. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris. Avec nous aussi Tammy Cabage. Vous avez été trader vous-même à Londres, vous êtes professeur agrégé d'économie et auteur d'un livre sur la psychologie des grands traders, on verra ça dans un instant, aux éditions Erol. Jean-Pierre Gaillard, le chroniqueur boursier depuis plus de 40 ans qu'on retrouve régulièrement encore sur France Info et sur LCI. Vous êtes président du Cercle des épargnants, un centre d'études et d'information sur l'épargne et la retraite. Vous nous direz ce qu'ils peuvent avoir perdu, les petits épargnants, dans cette affaire. Et vous avez publié, je le rappelle, Ma vie à la bourse, qui est paru aux éditions Jacob Duvernet. Avec nous, Axel de Tarlet, journaliste économique pour Europe 1 et aussi Paris Match et le Journal du Dimanche et enseignant en communication financière à Paris Dauphine. Alors, ce soir, on va revenir, messieurs, sur les derniers développements de cette affaire, la fin de la garde à vue en perspective pour Jérôme Kerviel. Mais ce soir, il semble que la thèse, finalement, mise en doute depuis vendredi, de l'homme seul, de l'homme isolé, du trader fou à la Société Générale, reprenne le dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez été trader? Écoutez, moi je n'ai jamais exclu cette hypothèse puisqu'effectivement les marchés financiers sont régis par l'incertitude. C'est-à-dire que finalement les personnes, lorsqu'elles sont en situation de décideur sur les marchés, sont dominées par des biais psychologiques, ce que l'on appelle des biais émotionnels et des biais cognitifs. C'est-à-dire qu'un individu va se précipiter à l'achat parce qu'effectivement il est dans un état d'esprit euphorique, où il va paniquer, il va vendre ses titres. Et donc ces biais psychologiques, oui. Si un trader est en forme, de bonne humeur, ça changera sa vision du marché. Et s'il est déprimé, ça va la changer aussi. Disons que ça a un impact certain sur sa prise de décision. C'est-à-dire que les travaux de recherche menés par la finance comportementale, c'est une école dont le chef de file, Daniel Kahneman, a obtenu le prix Nobel en 2002. Cette école a démontré que les individus en situation d'incertitude prenaient des décisions irrationnelles. Et qu'effectivement, un individu, en fonction de son état d'esprit, allait prendre effectivement des risques inconsidérés. Donc ça peut être une piste d'explication pour... C'est un élément qui peut rendre crédible cette idée selon laquelle ce soir, la thèse du trader fou, entre guillemets, est plausible. Elle est plausible au sens où un individu rationnel peut sur les marchés devenir irrationnel en raison de l'incertitude qui règne et en raison des biais psychologiques que tout individu possède. Encore une fois, les recherches menées par la finance comportementale montrent que tous les individus sont soumis à des biais psychologiques. Et les meilleurs traders, encore une fois, sont les personnes qui arrivent à maîtriser leurs émotions en situation, donc qui arrivent à maîtriser ces biais psychologiques. Mais cela demande effectivement un travail de longue haleine, un travail qui consiste à mieux se connaître, mieux comprendre la manière dont on réagit au marché. Et effectivement, c'est le fait de l'expérience. Vous êtes en train de nous dire que pour être trader, et surtout quand on manie des centaines de millions d'euros, il faut avoir du sang-froid. Axel de Tarlet, vous aviez l'air d'accord avec Tammy Cabage. Oui, je sais qu'il a été démontré que la météo à Londres, la pluie à Londres, avait un impact sur les cours du pétrole, puisque le pétrole se joue à Londres, et donc quand il pleut, le trader est déprimé, et donc ça fait baisser les prix du pétrole. Donc vous voyez comme quoi D'ailleurs, il y a tout à fait, il y a des recherches qui ont été menées sur l'impact des humeurs sur la prise de décision. Juste un point, évidemment, enfin... Si ce n'est pas un homme seul qui a fait ça, ça veut dire qu'il y a un complot. Alors imaginez qu'il y a un complot pour le compte de qui? Pour le compte d'une banque russe. Après imaginez que Daniel Bouton, le président de la banque, mente. Ça finirait par savoir. Ça veut dire que ça irait très loin. Daniel Bouton finirait en prison. Donc on ne voit pas pourquoi est-ce que Daniel Bouton s'amuserait à mentir au monde entier. Mais complot ou incompétence? Parce que c'est aussi ça qui revient ce soir. Alors, ne pas avoir vu l'homme seul, l'homme isolé, c'est ça qui semblerait... Tous les problèmes de contrôle, et là on peut penser que dans les banques, oui, il va y avoir les procédures vont être revues. Jean-Pierre Gaillard. Oui, moi je me rapproche aussi de ce que vous disiez. D'ailleurs en ce moment il y a une série télévisée qui s'appelle Scalp sur laquelle on voit très bien le comportement des traders. Ça on le sent très nettement. Et c'est vrai que ça peut avoir une influence. Alors quand le petit actionnaire apporte son argent pour ouvrir un portefeuille et qu'on lui dit que ça peut varier suivant l'humeur du trader, évidemment c'est un petit peu embêtant. Marc Toiti, ça arrange tout le monde cette théorie de l'homme isolé.
cela dit. Moi, je suis pas du tout d'accord. Je suis désolé, hein, mais enfin, moi, c'est-à-dire que Allez-y. clairement, ok, il peut avoir effectivement parce qu'il fait pas beau aujourd'hui ou parce que le PSG a perdu hier, j'en sais rien. On peut être pas content une journée, mais pas plusieurs mois. Faut être sérieux. C'est-à-dire que globalement, et bon, vous le savez, c'était trader. Moi, je travaille avec des traders depuis 12 ans. Enfin, je les vois tous les jours. Globalement, on se rend bien compte que on a aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, toutes les banques ont développé des systèmes de protection contre le risque, de mesure du risque, de ce qu'on appelle des stop loss, c'est-à-dire pour couper les positions lorsque les pertes sont trop fortes. Chaque trader peut prendre des positions, mais dans des limites, je dirais maximum, à ne pas dépasser, bien entendu. Donc, moi, je l'ai vu dans ma vie professionnelle. Il y a eu des traders qui, malheureusement, ont perdu parfois quelques dizaines, voire centaines de millions d'euros. Ben, ils sont pas restés 2 jours dans la banque. Vous voyez, donc, le problème aujourd'hui, là, c'est que là, on parle de 50 milliards d'euros de positions. Ensuite, attendez, faut bien comprendre. Ça veut dire que, globalement, il jouait, si l'on peut dire, avec cette somme globale de 50 milliards d'euros. Attention, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le trader, qu'est-ce qu'il doit faire? En fait, il doit prendre des positions, alors là, en l'occurrence, sur les deniers de la banque, les fonds propres de la banque, en fonction, effectivement, des évolutions futures des marchés, ce qu'on appelle des produits d'options. Donc, par exemple, vous voulez acheter du CAC 40, mais vous voulez pas qu'il baisse trop. Donc, vous allez essayer d'avoir un produit qui va vous garantir un certain niveau du CAC 40. Donc, c'est ce qu'on appelle des options. Mais à partir de là, il faut que, si vous refusez d'avoir le risque d'une baisse du CAC 40, il faut que quelqu'un prenne ce risque. Celui qui va prendre ce risque, c'est effectivement le trader, et donc il va devoir gérer le risque. Tout le métier du trading, si vous voulez, c'est la gestion du risque. Et notamment à la Société Générale, puisque la Société Générale, qui est une belle banque, on peut le dire, avait créé sa notoriété justement sur sa force en termes de gestion du risque sur les activités de marché. Même, on peut le dire, des fois, elle donnait des leçons aux autres activités de marché des autres banques. Et donc, à partir de là, on a du mal à comprendre comment on peut accumuler, je dirais, 50 milliards de prises de position, sachant que chaque trader doit rendre des comptes, qu'il y a également des organes de compensation. Clairement, vous nous dites que vous ne pouvez pas croire qu'il ait pu, alors que c'est ce que dit la banque ce soir encore, engager seul une telle somme qui dépasse d'ailleurs la valorisation de la banque, 50 milliards d'euros. Alors, c'est ce que vous avez dit, ou alors c'est de l'incompétence. C'est-à-dire que le système, les garde-fous de la Société Générale, mais il n'y a pas que la Société Générale. Il y a des chambres de compensation qui sont là pour alerter quand il y a des montants importants. Ça aussi, tout ça n'a pas fonctionné. J'ai du mal à le croire. On va revenir dans un instant sur la notion de contrôle, justement, et en interne et de contrôle public. Mais d'abord, en image, la fin de la garde à vue de Jérôme Kerviel, le trader de la Société Générale, donc accusé d'avoir triché et de lui avoir fait perdre près de 5 milliards d'euros, devrait ce soir coucher en prison. Il semble bien finalement qu'il ait agi pour obtenir de très grosses primes et surtout pour être considéré comme le meilleur trader. C'est ce que dit le procureur, vous allez le voir. Emmanuel Kreutzer et Jean-Pascal Bublex, reportage. Alors vous avez pu constater qu'il y avait donc cette affaire dans l'affaire, ce soir en plus, cette suspicion de délit d'initié. On va y revenir, mais d'abord, revenons sur les motivations même de Jérôme Kerviel en fonction de la façon dont finalement un trader aujourd'hui est payé, rémunéré, et ces affaires de bonus, de primes, Axel de Tarlet, comment ça fonctionne? Les motivations de Jérôme Kerviel, ça a longtemps été le mystère. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Puisqu'on l'a bien dit, le mot fraude a pu laisser penser à un moment qu'il a fait ça pour s'enrichir. On a eu l'impression à un moment que vraiment il avait volé 5 milliards à la banque. Il n'a pas gagné un centime dans cette affaire. Donc ça, faut bien le préciser. Il les a pas mis sur des comptes particuliers ailleurs, voilà, au Bahamas ou je ne sais où. Il prenait pas de vacances, alors pourquoi a-t-il fait cela? C'est pour ça qu'à un moment il y a eu les théories du complot. Mais non, en fait il a fait ça, alors vous expliquerez certainement mieux la psychologie du trader, mais le procureur dit il espérait apparaître comme un trader d'exception, un anticipateur de marché. Il faut voir que c'était un Breton qui venait de Pont-l'Abbé, et ben voilà, il arrive à Paris, c'est le Golden Boy, vous savez, ça fait rêver ces métiers. Il y a eu les films Wall Street, il l'avait certainement vu comme moi quand c'est comme dans les films avec les belles bagnoles, les costumes et la cocaïne. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'il avait déposé un CV, il voulait être trader à Londres. Donc on voit très bien cette fascination du métier de trader où on termine en Ferrari à Londres. Alors, comment fonctionne la rémunération de ces courtiers, les traders, qui auraient peut-être, si on en croit le procureur ce soir, expliqué la course au bonus de Jérôme Kerviel? Il y a deux choses, puisqu'effectivement, ici on parle du bonus, mais on parle également de l'excès de confiance. C'est-à-dire que le trader avait envie de prouver sa valeur aux autres. Il avait envie finalement de montrer qu'il était le meilleur. Or cet excès, ce biais psychologique est extrêmement bien documenté par la finance comportementale. Effectivement, ils ont prouvé à travers de nombreux travaux de recherche que les individus étaient dominés par l'ego, la cupidité. C'est-à-dire qu'ils avaient envie de montrer aux autres qu'ils étaient les meilleurs. Et donc à partir de là, ça pousse
l'individu à prendre des risques inconsidérés. Je rebondis sur les propos de Marc Toiti de tout à l'heure. Effectivement, il faut savoir que la plupart des grosses pertes ont souvent été réalisées par des traders même d'exception, mais qui à un certain moment ont eu un ego surdimensionné. Prenons le cas par exemple de Victor Niederhofer. En 1997, ce trader était considéré comme le meilleur trader de Wall Street. Il a même écrit dans la foulée un ouvrage qui s'appelle The Education of a Speculator. L'éducation d'un spéculateur. Ouais. Dans cet ouvrage, on le voyait trôner de manière majestueuse et effectivement, ça signait sa fin, puisque la même année, il enregistrait des pertes colossales. Il n'a pas souhaité à l'époque couper ses pertes sur des valeurs asiatiques et effectivement le marché s'est retourné contre lui et il a été obligé de fermer son fonds. Mais plusieurs grands traders... C'est un peu comme un joueur de poker qui finalement serait obligé de cacher ses pertes pour se refaire et qui remiserait, ou un joueur de casino. Encore une fois, le biais psychologique dont j'ai parlé précédemment, qui est l'aversion aux pertes, qui touche la plupart des individus. C'est-à-dire qu'un individu qui perd est dans une situation désagréable, d'inconfort. Il va essayer de rejeter cette situation et comment il va le faire? En ignorant sa perte et en prenant des risques de plus en plus importants. Bon. Alors bien évidemment, c'est vrai que l'exposition était très importante. On parle de 50 milliards d'euros. C'est vrai que ça paraît incompréhensible. Mais toujours est-il que, effectivement, c'est là où il y a un problème. C'est que la partie quantitative a été prise en compte, c'est-à-dire la partie contrôle, mais la partie émotionnelle a totalement été oubliée. Et je pense que c'est quand même un point important. Juste une toute petite précision, combien sont-ils à peu près de courtiers de ce type, de traders, simplement à la Société Générale par exemple? Alors, Société Générale, on parle de 3000, 4000 non, d'opérateurs. Voilà. Vous avez plusieurs types de métiers dans les salles de marché. Il y a effectivement le trading, le trader, ce qui n'est pas pareil que broker. Attention, parce que broker, en fait, c'est celui qui fait l'intermédiaire. Le trader, lui, il va faire des stratégies. Donc c'est en cela qu'évidemment, il prend des risques, prend des paris sur l'avenir. Ils sont moins nombreux, on peut imaginer. Tout à fait, ils sont moins nombreux et surtout, effectivement, le problème. Moi, j'y étais confronté en tant qu'économiste, parce que moi, je leur donnais mes prévisions, mais eux, effectivement, souvent, ils ont leur vision propre. Ils disent non, mais moi, je sais ce que je fais. Et le problème qu'on a aujourd'hui, combien, vous, à peu près, dans une banque comme la Société Générale, à votre avis? Je ne me mouillerai pas, parce que c'est délicat, mais la Société Générale, si vous voulez, est une société où, effectivement, ils ont tout misé, justement, sur ce savoir-faire du trading, ce savoir-faire des produits qu'on appelle optionnels. C'est quoi, c'est 30, c'est 100, c'est 500? Non, oui, à peu près, je dirais 500, 600 à peu près. Mais l'enjeu, attention, il y a différents marchés. Là, on parle des actions, on a parlé du pétrole, il y a les taux d'intérêt, il y a les taux de change, il y a tout ça. Si vous voulez. Et c'est ça qu'on oublie aujourd'hui. Moi, c'est ce qui me fait un petit peu peur aujourd'hui. Je vois bien aujourd'hui la finance, tous des brefs. Attention, les marchés financiers, c'est vrai qu'il y a des abus. Les marchés financiers sont là pour, encore une fois, financer l'économie, pour couvrir certains risques. C'est là qu'est le métier du trader à la base. Maintenant, il est vrai que depuis quelques années, il faut le reconnaître, on a aujourd'hui dans les salles de marché, normalement chez les traders, il n'y a plus que des ingénieurs. C'est-à-dire qu'en fait, des ingénieurs, c'est-à-dire des mathématiciens, qui sont très forts, et donc globalement qui font des modèles très compliqués. Très honnêtement, moi-même, des fois, je comprends pas tout. Il faut être honnête dans ces domaines-là. Et peut-être qu'eux-mêmes ne comprennent pas tout. Et je dirais même plus loin. Ils sont dans la pure théorie, le virtuel, et pas la réalité. Leurs dirigeants, et moi je l'ai confronté, je ne dirais pas où, bref, ne comprennent pas toujours tout non plus. Donc le problème est là, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on se dit, lui, il est très fort, il gagne beaucoup d'argent, il a des modèles formidables, donc on lui fait confiance. Mais attention, quand on gagne beaucoup d'argent, quand on fait beaucoup de stratégies qui gagnent, on peut également perdre. Et comme, si vous voulez, dans ces moments-là, le directeur qui comprend pas grand-chose, à ses produits, il sait pas trop quoi dire, évidemment, il peut arriver des situations comme aujourd'hui. Sur tous les marchés où on a des stratégies à engager de ce type, qui vont aussi bien des matières premières que sur les actions, est-ce qu'à Paris, place financière aussi importante, il y a plus ou moins de traders qu'à Londres, par exemple. Londres. Non, il y en a beaucoup moins. C'est-à-dire que Londres, n'oubliez pas que Londres. Proportion? Attendez, Londres, c'est très simplement en termes de capitalisation boursière, Londres, c'est la moitié de toute la zone euro. N'oublions pas, c'est-à-dire que Londres, c'est 3 fois plus gros que Paris, si vous voulez, en termes d'activité, de trading, etc. Donc, ça se compare pas. C'est le marché sur les devises. En plus. Et donc, c'est ce qui fait que beaucoup, effectivement, de traders veulent aller à Londres, parce que c'est là où ça se passe. Si vous Alors, je voudrais qu'on revienne maintenant à la façon, au-delà de la psychologie, de l'ego, je veux être le meilleur. Comment sont-ils rémunérés? Parce qu'on n'a pas répondu à cette question. Et les primes, alors, les bonus? Voilà, alors le bonus est assis sur la performance. On s'accorde sur un montant de 5%. Mais il n'y a pas de chiffre officiel, c'est généralement officieux. Ils touchent 5% des gros coûts de leur réussite réalisés. Des bénéfices qu'ils apportent à la banque? Tout à fait, 5%. Donc effectivement, ça peut encourager certains traders en fin d'année à prendre parfois des risques importants.
Pourquoi? C'est-à-dire le trader, au mois d'octobre, au mois de septembre, se dit j'ai pas réalisé une performance extraordinaire, et il peut effectivement se mettre à prendre de plus en plus de risques. On a également des travaux de recherche qui ont montré, excusez-moi de parler de travaux de recherche, mais il y en a, et tant mieux. Et c'est bien, parce qu'effectivement, fut un temps, on n'avait aucun travail de recherche effectué sur les traders. Donc on a montré que des traders en situation, par exemple un trader, il commence sa journée gagnant, puis il commence à perdre, et il va se mettre à prendre de plus en plus de risques à la fin de la journée pour essayer de revenir à l'équilibre. Et donc on voit qu'effectivement, la prise de risque est proportionnelle finalement, inversement proportionnelle à la situation du portefeuille, si j'ose dire. À la fin de l'année, un trader peut avoir gagné sur une salle d'actions, par exemple, combien de millions ou de centaines de millions, je ne sais pas, d'euros pour une banque comme la Société Générale? Ça peut aller jusqu'à combien, en l'occurrence? Pour voir un peu les 5% en question, pour voir ce que ça peut rapporter. Certains traders peuvent, et encore une fois, on parle des traders stars, ils peuvent gagner 1 milliard, 1,5 milliard. D'euros pour la banque. Pour la banque. Alors ça veut dire... Ça existe. Mais c'est pas, voilà, c'est rare, c'est très rare, c'est vraiment les traders d'exception. Sinon, grosso modo, donc on peut gagner 5 millions autour de quelques millions d'euros à la fin de l'année. Quelques millions d'euros. Autour de quelques millions, et donc les meilleurs traders gagnent autour, voilà. Mais on parle de 100 personnes. 100 personnes, c'est un petit peu comme les stars du foot. Donc au bout de quelques années, on peut se retirer facilement. Je pense. Encore une question, est-ce que pour autant, s'ils gagnent quand ils ont des gains pour l'entreprise, une prime, est-ce qu'ils sont aussi obligés de garantir les pertes en quelque sorte? Ils doivent donner sur leur propre... Pas du tout. Et c'est là où il y a l'aléa moral dont parlent les économistes. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ne remboursent pas alors. Non, ils ne remboursent pas, mais simplement ils n'ont pas de bonus. Voilà. Ils ont fait des pertes, ils n'ont pas de bonus. Pire, ils sont licenciés. Et ils se retirent du monde financier, tout simplement. Jean-Pierre Gaillard. Ce bonus, il est réellement sur les opérations qu'ils traitent ou sur l'ensemble des bénéfices de la banque aussi? Parce qu'il y a un bonus distribué sur l'ensemble des bénéfices de la banque. Et ça, c'est très important. Parce que quand arrive un coup comme la Société Générale, pour tous les salariés, les bonus vont être considérablement diminués, ce qui fait que l'année prochaine, ils vont probablement perdre les meilleurs qui vont aller ailleurs, s'ils gagnent moins. Vous-même, vous étiez trader. Je ne vais pas vous demander jusqu'à combien vous avez gagné, mais vous êtes retiré parce que vous aviez gagné votre vie suffisamment ou parce que c'était trop risqué? Écoutez, c'est pour des raisons personnelles. Donc voilà, donc je suis rentré à Paris, j'étais à Londres, je suis rentré à Paris pour des raisons personnelles, mariage, etc. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment... mais vous avez quitté le métier parce que... C'était un choix à un certain moment de ma vie. Parce qu'à un moment donné, c'est trop risqué finalement? Pas du tout. C'est-à-dire, enfin, encore une fois, c'est vrai que c'est un métier risqué, c'est vrai que c'est un métier stressant, mais je pense que les personnes qui réussissent dans ce métier sont avant tout des personnes passionnées. C'est-à-dire des personnes qui aiment ce métier parce que, comme la musique, comme le sport, je pense que au-delà des gains financiers, les meilleurs sont surtout des personnes qui aiment leur activité. Les joueurs d'échecs, et donc je pense ça va au-delà de la passion, si on vous comprend bien. Je pense qu'il y a quand même, voilà, il faut aimer cette activité. Ensuite, effectivement, il y a également la passion pour les chiffres, pour l'économie, pour l'actualité économique. Il y a quand même, c'est un métier passionnant. Et entre vous connaissez les noms des traders ceux qui gagnent le plus dans le monde? Kerviel était connu, par exemple? Non, il n'était pas connu. Non. C'est là qu'il y a le problème. Non, oui. Pourquoi c'est là qu'il y a le problème? Parce que justement, c'est pas un trader star, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui avait justement qui pouvait prendre des positions très élevées et très importantes. Donc, de notre côté, il n'était pas non plus ingénieur. Donc, on a oublié de le dire, mais les produits en question, c'est des produits très simples, ce qu'on appelle des produits vanille. C'est-à-dire, c'est vraiment des produits Oui, vanille, c'est-à-dire, il y a les produits vanille et les produits exotiques. Les produits vanille, c'est des produits simples, sur un disque notamment, et les produits exotiques, c'est des produits plus compliqués, sur d'autres types de places, etc. Donc là où il faut vraiment être, entre guillemets, balèze, c'est ce que je veux dire. Il faut vraiment être matheux, etc. Donc là, le risque, justement, est moindre. Parce que quand vous prenez, d'ailleurs, Daniel Bouton l'a bien dit, quand vous prenez une position, en face, vous devez essayer de prendre une position relativement inverse pour limiter, entre guillemets, les pertes. Donc c'est là où ça devient très bizarre, si vous voulez. Et les sommes qui sont avancées, effectivement, ne sont pas du tout en millions d'euros, après. Et Kerviel, il a voulu faire vanille quoi? Vanille fraise? Vanille fraise, sûrement. Ça arrive d'être maintenant vanille chocolat, je pense. C'est joli. Bon, mais alors, ça peut amener à vouloir tricher, c'est-à-dire à modifier les ordinateurs, les logiciels? Oui. Et malheureusement, enfin, encore une fois, on n'a pas tous les éléments, mais Nick Leeson, il y a énormément de... Enfin, encore une fois, ça reste des cas exceptionnels, ça existe. Ouais, enfin, là, en 20 ans, on a eu deux cas. Le procureur a été clair, il disait, il a reconnu, il avait les codes, il avait les mots de passe de la technique, il avait les mots de passe des contrôleurs. Il l'a reconnu lui-même, d'ailleurs. Oui, il l'a reconnu, il savait quand les contrôleurs intervenaient, à quel jour, donc il arrivait à anticiper. D'ailleurs, la Société Générale dit, on ne s'était pas rendu compte, il avait une puissance de calcul
pour faire des contre-ordres en temps réel, et une puissance de concentration, parce que tout cela se faisait dans une salle de marché qui est une ruche. Il arrivait à s'isoler et à passer en temps réel des contre-ordres qui jonglaient, donc on le voit, sur des milliards. Mais finalement, il a atteint son but. Il est très connu, mondialement connu. Oui, il est pas riche. Enfin, sauf s'il y a des accords, on ne sait pas. Enfin, pour l'instant, il n'est pas riche. Et attendez, accord, parce que non, il pourrait y avoir un accord. Non, c'est la blague qui circule sur les marchés aujourd'hui. Voilà, en fait, moi, je prends pas de position. C'est quoi la blague? C'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il y aurait peut-être un deal qui aurait été fait. Mais enfin, on ne sait pas. Ça, c'est de la supposition. Donc, c'est-à-dire, il ferait le paratonnerre, il ferait le paratonnerre, il va en prison. On ne sait pas trop. Voilà, c'est ce qui se dit aujourd'hui. Enfin bon. Et il y aurait une enveloppe cachée pour pouvoir. Moi, je pense qu'il faut faire attention parce qu'il y a une présomption d'innocence quand même. Il faut faire attention. C'est-à-dire là, on est en train de jeter en pâture quelqu'un, un jeune trader de 30 ans. Il a avoué. Attends, on va voir vraiment ce qu'il a dit. On verra le détail de l'enquête. Mais là aussi, on peut très bien avouer quels sont les résultats derrière. Et là, vous êtes en train de le discuter en disant qu'il y a peut-être un accord. J'en sais rien. Non, parce que